Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo React documentaire dans laquelle on va répondre à la question: quelle est la suite du pays, la Syrie, après la chute du dictateur Bachar al-Assad? Donc les amis, pour remettre rapidement en contexte, parce que c'est vrai que la guerre en Syrie, c'est un conflit qui est un peu moins médiatisé ces derniers temps, ces dernières années en Europe. Donc Bachar al-Assad, c'était un dictateur syrien horriblement meurtrier qui a notamment décimé son peuple à l'aide de gaz moutarde, donc du gaz surène qui a été interdit par la Commission internationale comme étant vraiment trop horrible comme arme. Et bien lui, il l'a utilisé contre son peuple pour l'oppresser encore plus. Bachar al-Assad, c'est quelqu'un de monstrueux, mais la guerre en Syrie, de ce que j'ai pu comprendre, en fait, il n'y a pas de grand gagnant. C'est-à-dire que l'Europe s'est mobilisée pour faire face à Bachar al-Assad en Russie, à l'époque, il y a quelques années. Sauf que la Russie aussi s'est mobilisée en soutien à Bachar al-Assad. Donc voilà. Et d'un autre côté, il y avait des groupes syriens qui se sont formés pour lutter contre Bachar al-Assad, auxquels donc l'Europe avec lesquels elle a collaboré. Sauf que ces groupes-là, qui ont d'ailleurs renversé Bachar al-Assad ces derniers jours, ces groupes-là, ils sont djihadistes. Pas chaud non plus de les retrouver au pouvoir en Syrie, ceux-là. Donc voilà, les groupes djihadistes et des groupes qui veulent imposer leur vision de l'islam dans le monde entier, même aux pays qui ne sont pas islamiques. Donc pas chaud du tout, pas chaud du tout. Et en fait, la question de savoir, c'est voilà, on a retiré la peste, est-ce qu'on n'a pas mis en place le choléra, entre guillemets. Voilà, c'est un un gros surlignage du conflit. Mais justement, le documentaire, c'est un documentaire de Arte qui va vraiment en détail avec sa chaîne 28 minutes, qui vont vraiment en détail dans les sujets, donc qui vont vraiment nous expliquer ce qui s'est passé actuellement, la chute de Bachar al-Assad. Et ça me tient à cœur de vraiment faire cette vidéo parce que moi j'étais en études avec un réfugié de guerre syrien, donc qui a fui la guerre dans son pays d'origine. Et j'ai vraiment pu comprendre ce que c'était que d'avoir la guerre sur son territoire. Nous, on a la chance en France d'être dans un pays en paix, je l'espère encore. Mais voilà, ça me tient vraiment à cœur de faire cette vidéo. Donc, on va voir ce qui va se passer. On va tout de suite mater le documentaire de Arte. C'est parti les amis, let's go. Alors voilà, j'espère qu'on va pas nous montrer des... Normalement Arte le font pas trop, ils font pas trop du sensationnalisme, mais j'espère qu'on va pas nous montrer des images horribles. Moi je peux pas, ces images là j'en veux pas du tout. Je sais que c'est horrible, je veux pas non plus m'infliger ce genre de torture au quotidien. Donc voilà, c'est parti. Ce prisonnier syrien vient de retrouver la liberté. Scène impensable il y a quelques jours encore, la prison de Sednaya près de Damas, incarnation des pires exactions du régime, a été libérée par les rebelles islamistes. Alors Damas, c'est la capitale de la Syrie, c'est Damas, mais il y a aussi une autre ville originaire de mon ami justement, qui était le terrain de bataille sanglant des différents groupes qui s'affrontaient, qui est une ville Alep, dont le nom est Alep. Donc Alep et Damas, c'est là où il y avait vraiment les plus gros conflits, les plus gros massacres, si je puis dire. En 12 jours seulement, le régime du clan Assad au pouvoir depuis un demi-siècle s'est effondré. Donc avant Bachar al-Assad, c'était son père qui était au pouvoir, qui s'appelait, son prénom, je me souviens plus de son prénom, je pense qu'ils vont nous le rappeler. Les rebelles sont entrés hier dans Damas. Et il faut bien comprendre que son père à Bachar al-Assad, donc je me souviens plus son nom, c'était Omar al-Assad, non c'est pas Omar, il était dictateur, enfin il était déjà un régime très sévère, très opprimant pour la population. Et Bachar al-Assad, lui, a été faire des études à Londres. Il était un peu vu comme le sauveur, le fils sauveur de son père, entre guillemets. Et il a fait encore pire, bien pire. Donc voilà, petite remise en question, en contexte vis-à-vis du climat dans lequel lui, il est arrivé en tant que sauveur. Et en fait, il a fait encore pire que son prédécesseur qui était son père. Sans rencontrer de résistance. D'où le fait que les al-Assad étaient au pouvoir depuis un demi-siècle. Par des Syriens en liesse. C'est le plus beau jour de ma vie. On renaît. Dès l'annonce de la chute du régime, les bâtiments des services de renseignement ont été incendiés, le palais présidentiel et la villa de la famille Assad saccagés.
Bachar al-Assad était devenu arrogant et tyrannique toutes ces années. Il a provoqué la faim, les meurtres, la torture et le déplacement d'enfants syriens. Bachar al-Assad a dirigé la Syrie d'une main de fer pendant 24 ans. En 2011, il a réprimé la révolution dans le sang. Durant la guerre civile qui a suivi, il est accusé d'avoir utilisé l'arme chimique contre son peuple. Voilà, le gaz en fuite, réfugié à Moscou, selon des agences de presse russes, le dictateur a été chassé du pouvoir par l'offensive spectaculaire d'une coalition de rebelles emmenée par cet homme, ancien combattant d'Al-Qaïda et actuel chef du groupe islamique radical, Hayat Tahrir al-Sham. Voilà, donc on a enlevé Bachar al-Assad, mais on a mis un mec qui a bossé avec Al-Qaïda. Bon, pas chaud, pas chaud, pas chaud, pas chaud. Cette victoire, mes frères, est une nouvelle histoire pour toute la nation islamique. C'est un tournant pour toute la région. Alors, quel tournant? Quel est le projet des rebelles islamistes pour l'après-Bachar al-Assad? C'est ça, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Application brutale de la charia, chaos ou division, quels sont les risques? Les tirs de joie résonneront-ils encore longtemps en Syrie? J'espère. Nos trois invités pour ce débat, Firas Kontar, bonsoir, vous êtes politologue et juriste. Vous êtes... Sur 28 minutes de documentaire comme ça, on a la chance de pouvoir avoir le commentaire d'experts. Voilà, ça va toujours apprendre entre des guillemets des experts hein, des sujets qui sont abordés dans les documentaires. Mais c'est toujours bien parce qu'ils apportent des éclairages, des points d'informations qui sont extérieurs au thème du documentaire et qui apportent une certaine vision, une compréhension sous un autre angle des choses. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, j'attends de voir ce qu'ils vont dire vis-à-vis de l'implication de la Russie. Parce que Bachar al-Assad, les amis, s'est fait virer de la Syrie par le peuple. Donc le peuple a renversé le pouvoir de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad est toujours en vie. Il est où? En Russie. Super, allez, top, tip top. Donc moi, je pense que, j'espère en tout cas attendre leur lecture vis-à-vis du conflit entre l'Occident, l'Europe et les États-Unis face à la Russie. Voilà. Également un activiste franco-syrien. Votre dernier ouvrage, Syrie, la révolution impossible, est paru chez Aldeia. Selon vous, tant que Bachar al-Assad était au pouvoir, aucun espoir n'était permis. Sa chute offre donc une lueur d'espoir à la Syrie. Il faut maintenant qu'un gouvernement de transition puisse se mettre en place. Exactement. Et que tout le monde dépose les armes. À côté de vous, Armin Arefi, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter pour l'hebdomadaire Le Point. Votre essai « Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique » est paru chez Plomb. Selon vous, la bonne nouvelle, c'est que cette révolution est avant tout syrienne, mais les islamistes de HTS laisseront-ils se mettre en place une république laïque ou bien vont-ils imposer la charia? C'est la grande question en ce qui concerne l'avenir de la Syrie. Et à côté de vous, Agnès Levallois, bonsoir madame, vice-présidente de l'IREMO, spécialiste du Proche-Orient. Votre ouvrage, Le Livre noir de Gaza, est paru il y a quelques mois, on en a beaucoup parlé, il est paru au Seuil. Selon vous, c'est la stratégie de Bachar al-Assad qui l'a conduit à sa perte. Il a toujours refusé de négocier et il a fini par s'isoler. Même les Russes ont fini par se lasser. Alors on démarre avec les Russes, ils sont aussi historique d'un jour historique. Ils ont aussi voulu conquérir l'Ukraine du quotidien libanais An-Nahar avec un portrait de Bachar el-Assad piétiné et cette une, enfin il est tombé. L'édito rend hommage aux martyrs du dictateur avec ce titre, La justice du destin. Alors en Occident, Firas Kontar, on oscille entre soulagement et inquiétude. Et pour vous, qu'est-ce qui domine ce soir comme sentiment? C'est quand même l'espoir qui revient. Bien sûr. Il y a 15 jours, vous m'aurez demandé, j'étais complètement dans le désespoir, comme beaucoup, comme la majorité des Syriens, comme les 12-13 millions de Syriens qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, surtout. Donc on voit enfin une possibilité de pouvoir rentrer chez nous et penser nos blessures, cette guerre qui a été terrible. Là-dessus, la joie s'est exprimée, on l'a vu, à Hama, à Damas. Elle s'explique certainement par le fait que cette libération des villes, elle a été vécue comme une libération. C'est très bien. HTS ou pas, ils ont vécu ça comme une libération et aussi par le fait que HTS s'est comporté aussi. C'est la coalition de rebelles. Voilà, avec les rebelles. Mais HTS, c'est le groupe djihadiste dont le leader a bossé pour Al-Qaïda, qui a renversé Bachar al-Assad récemment. HTS, c'est le groupe qui fait peur. On va pas se mentir, les gars, c'est le groupe qui fait peur. Voilà. Est-ce qu'on a remplacé la peste par le choléra? C'est la question qu'on se pose. On parle beaucoup de HTS, du djihadisme et autres, mais regardez la prise d'Alep, où il n'y a eu aucune exaction contre les civils. Vous voyez, quand il a pris Hama, aucune exaction contre les civils. Les seuls morts à Alep civils ont été tués par l'aviation russe et par l'aviation du régime. Et comparé à la prise d'Alep par le régime,
cette comparaison où les convois de l'ONU qui devaient évacuer les civils étaient bombardés. Il y a eu des milliers de morts. Les hôpitaux, à l'époque, des hôpitaux étaient visés, cibles prioritaires. Donc, quand même, la peur pour les Syriens, elle n'est plus là aujourd'hui. On lève 54 années de tyrannie car absolue avant, Bachar, que j'ai il avait vécu, son père moi. à Fès. Ce soulagement, quand même, pour les Syriens, il est immense. Alors quand ils disent à l'époque, en gros la guerre en Syrie, elle faisait rage et elle faisait la une des médias occidentaux entre 2015, 2014 et 2020. Voilà. À peu près, grosso modo. Je ne dis pas que la guerre, elle n'avait pas lieu avant ni après, pas du tout. Je dis juste que c'était moins médiatisé en France. Maintenant, il y avait toujours des conflits compliqués. Là, ils parlent des bombardements de ravitaillement de l'ONU pour faire évacuer des civils, etc., qui se faisaient bombarder. Voilà, c'était dans cette période-là. Quand ils disent à l'époque, c'était il y a 4 ans, quoi. C'était pas non plus à l'époque. Bon. On n'aura plus à l'adorer, ce bonhomme-là, malgré nous, tous les matins, tout l'après-midi, les soirs. On ne dormira plus en craignant ces services de renseignement. Cette page est tournée, est définitivement tournée. Et cette chute du régime, Agnès Levallois, a été très rapide, en 12 jours. Pourquoi? Est-ce que c'est finalement l'État qui se délitait, l'armée, au-delà de ce qu'on pensait, nous, ici, en Europe et en Occident? Oui, l'armée était dans un état de faiblesse absolue, avec une situation du pays qui était complètement défaillante, hein, avec une économie, n'oublions pas, les sanctions imposées contre le régime dans le cadre de la fameuse loi César, qui étaient donc les sanctions internationales, avec une armée aussi dont Assad se désintéressait au bout d'un moment, puisqu'on a bien vu qu'il s'appuyait beaucoup sur les milices extérieures, les milices chiites irakiennes, iraniennes, le Hezbollah, qui était présent en Syrie. Et donc, de cette manière, ils étaient un peu déchargés avec un mépris total pour les soldats de son armée, mais à l'image du mépris total de Bachar el-Assad pour sa population, mais y compris l'armée. Et donc, de ce point de vue-là, ça n'est pas surprenant, finalement, que ces soldats payés maximum 20 € par mois n'avaient aucune envie d'aller mourir pour un homme qui, de toute façon, les a profondément méprisés. Et ce n'est pas la mesure prise il y a quelques jours d'augmenter de 50% leur solde qui allait changer quoi que ce soit dans le rapport qu'ils avaient. Et une armée très affaiblie aussi, parce qu'elle avait de plus en plus de mal à recruter. Tous les jeunes Syriens qui le pouvaient partaient pour éviter d'être pris par cette armée et obligés de se battre contre des citoyens de leurs cousins, leurs frères ou autres. Donc une armée et avec un commandement aussi, parce que même le commandement de l'armée, une partie de ce commandement s'est détourné aussi de Bachar el-Assad. C'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des mecs... personne, en fait, n'a envie d'aller s'enrôler dans l'armée de son pays pour aller combattre son cousin, en fait. Au-delà de ça, malgré, évidemment, c'est humainement impensable, au-delà de ça, être rémunéré 20 € par mois, les gars, jamais je le fais. Même si le 20 € par mois, il est presque anecdotique, finalement. Voilà. Al-Assad, parce que celui-ci, sa caractéristique, me semble-t-il, c'est quelqu'un qui n'a, depuis 13 ans qu'il y a cette guerre, alors qu'il y a eu des pressions sur lui pour quand même essayer de faire quelques réformes, a toujours systématiquement tout refusé. Et du coup, même ses alliés ont fini par se dire, mais c'est plus possible. Et il a été lâché aussi par les Russes et les Iraniens, en particulier les Russes. C'est ça qui explique aussi cette décomposition aussi rapide, peut-être. Oui, effectivement, on était en droit d'attendre, compte tenu du soutien sans précédent qu'avaient apporté les Russes en 2015, qui avait permis les Russes dans les airs et... Ce qu'il faut bien comprendre que la guerre, elle faisait des ravages horribles, parce que Bachar el-Assad, comme il le souligne bien, il ne négociait pas. C'est-à-dire que la France, l'Europe, les États-Unis, les Américains ont fait des propositions à Bachar el-Assad pour sauver les Syriens. C'était d'ordre humanitaire. On fait des propositions. Lui a toujours tout nié. Il n'y avait pas de discussion possible. Et en plus, les Russes le soutenaient, l'aidaient sans aucun filtre. Donc, c'était un peu une guerre interposée finalement entre l'Europe, l'Amérique et la Russie, déjà se déroulait un peu en Syrie quelque part. Et les Iraniens et leurs milices chiites au seul de sauver Bachar el-Assad et de reprendre la ville d'Alep. Aujourd'hui, la Russie, quand on l'entend, elle se satisfait du fait que la rébellion, comme elle l'appelle, et non plus les groupes terroristes, mais la rébellion, on va dire, sécurise ses bases au niveau de la côte. Ses bases sur la côte méditerranéenne et l'Iran.
L'Iran, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Alors, si l'on se fie aux déclarations des dirigeants iraniens, cela ferait une semaine qu'ils ont proposé à Bachar el-Assad de le sauver. Ça, c'est intéressant. Donc là, il y a HTS, c'est le groupe djihadiste qui a repris le pouvoir. Donc il a repris vraiment beaucoup de trucs comme ça. Il reste encore des bases militaires russes ici sur la côte. Ici, on a la Turquie, un peu au-dessus, on a l'Ukraine. Forces turques, forces kurdes. Bon. Impliquer davantage toutes leurs milices, c'est les gardiens de la révolution iranienne, l'armée idéologique du régime. Sauf que les Turcs et les Kurdes, ils sont pas pro Bachar el-Assad. Hein. Ils sont pas. Je sais pas dans quelle mesure ils sont pour ou contre HTS, mais ça reste. Le pays est libéré de Bachar el-Assad dans sa globalité. C'est ça, c'est sûr. D'après ce que dit le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, Bachar el-Assad l'a refusé parce qu'il aurait obtenu la garantie de la Turquie et de la Russie que son pouvoir ne serait pas menacé. Et lorsque les Iraniens ont reformulé leur proposition la veille de sa chute, il était trop tard. Et là, Bachar el-Assad avait compris qu'il avait été trompé d'une certaine manière, même s'il faut quand même rappeler que d'une certaine manière, ce n'est que justice, parce que ça fait 13 ans que le président syrien tue en toute impunité plus de 500 000 victimes, même si elles ne sont pas toutes de son fait, mais en tout cas en grande majorité. C'est une belle leçon à tous ceux qui ont de l'espoir pour que les tyrans et dictateurs tombent, même s'il faut le rappeler, cette chute, cette déroute du régime est sans précédent et pose quand même question. On y reviendra, mais on va s'interroger avec vous, Anna, et avec vous trois, évidemment, sur la question des réfugiés et des exilés. Au total, on parle de 12 millions de Syriens réfugiés à l'intérieur de leur pays ou exilés hors Syrie. Oui, hier, les rebelles syriens ont appelé les Syriens qui sont réfugiés à l'étranger à revenir en Syrie libre. Alors 3 millions d'entre eux vivent actuellement en Turquie, et se massaient hier à la frontière, on va le voir sur les images, avec la Syrie. Mêmes images au Liban qui accueille 1 500 000 réfugiés syriens. Hier aussi, donc, on pouvait voir des files de voitures et de personnes aux postes frontières. Et les 6 millions de déplacés à l'intérieur même du pays, eh bien, ils pourraient aussi retourner dans leurs villes et villages d'origine dans les prochains jours, mais maintenant reste désormais à savoir ce qui les attend, car le pays est en ruine, l'économie complètement à plat, la situation humanitaire est gravissime. L'ONU estime que près de 17 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire en Syrie. Et à l'inverse, eh bien, en Europe, on s'inquiète plutôt d'un risque de chaos avec l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement sunnite radical, ce qui pourrait entraîner l'exode des minorités religieuses, les Kurdes, les chrétiens, les Druzes et les Alaouites, qui est la minorité à laquelle appartient la dynastie Assad. Et donc cela pourrait déclencher une crise migratoire majeure de la même ampleur que celle de 2015. Et d'ailleurs, la France et d'autres pays prévoient déjà de suspendre le traitement des demandes d'asile des réfugiés syriens. Alors, Firas Kontar, est-ce que cette question du retour des réfugiés, ça va être un défi majeur pour le nouveau gouvernement sur place? Bien sûr, c'est un défi majeur et les réfugiés syriens veulent rentrer, clairement. Et que cette question sur les minorités et autres, faut quand même... Il faut savoir que typiquement dans des grosses villes comme Alep ou Damas, voilà, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les écoles, elles ont été bombardées, les hôpitaux, ils ont été détruits. C'est chaos, quoi. Je veux dire... Là, c'était encore un état de guerre, quoi. Je veux dire, même si les conflits étaient un peu moins intenses, puisque Bachar el-Assad avait moins de support de la part de l'Iran, de la Russie et de sa propre armée, tout était encore détruit des précédents conflits, enfin des précédents conflits dans la guerre. Oui. Voir les signes d'apaisement qu'a envoyé HTS, et moi, issu d'une minorité druze, il faut savoir que les Druzes ont participé à la bataille et sont arrivés à Damas aussi, la minorité. Donc la complexité des événements est beaucoup moins dans la caricature qu'on présente HTS. C'est toute une coalition qui a pris Damas, sachant que le régime est tombé plus que les combats de HTS ont permis de prendre la capitale aussi. Vous voyez, et même HTS, quand vous demandez aux combattants qui ont pris la ville, les Syriens, une très grande majorité de Syriens, c'est quoi leur objectif premier? C'est de rentrer chez eux. Leur deuxième objectif, c'était la chute
du régime Bachar al-Assad. Et quand on voit la liesse dans les zones des minorités aussi, à Soueda, à Sahnaya, dans les quartiers chrétiens. Chez les Kurdes aussi. Chez les Kurdes, il y a eu des manifestations dans les zones kurdes qui ont été réprimées par les YPG. Mais Agnès Sevela, quand même, en même temps, pour nous, ce sont des fondamentalistes aussi. Quand on voit des femmes non voilées, là, sur les images qu'on a vues en introduction du débat, on peut se demander si ce sera encore la règle dans quelques semaines ou pas. Ça, c'est une crainte légitime ou pas? Il y a une crainte dans le sens où c'est un mouvement islamiste. Et que l'islamisme est le référent politique au Moyen-Orient. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est une évidence absolue. Donc c'est un groupe islamiste, mais c'est un groupe qui a rompu avec le djihadisme global, le djihadisme international. Et c'est un mouvement, et ça je pense que c'est vraiment important, qui est avant tout un mouvement syrien. Nationaliste syrien. Ça n'est pas le Daesh avec des combattants qui viennent de tout le monde et qui veulent imposer un système. Jolani, qui a été dans les rangs d'Al-Qaïda, puis dans les rangs de Daesh, a rompu parce que justement, ce djihadisme global ne correspondait pas, lui, à son objectif, qui était de faire tomber Bachar al-Assad, ce qui n'a jamais été l'objectif. Donc il a rompu par pragmatisme, ce que vous dites. En fait, si je comprends bien, le mec de HTS, donc, qui reste des islamistes, il a fait copain-copain avec Al-Qaïda, après copain-copain avec Daesh, qui sont les pires du monde de l'histoire terroriste islamiste. Juste pour faire tomber Bachar al-Assad. À la fin, il a fait son propre groupe de Syriens, syriano-syriens, et qui ont fait tomber Bachar al-Assad. Alors, la question c'est, est-ce qu'il a complètement rompu avec le djihadisme de Al-Qaïda et de Daesh, de l'État islamique? Donc, dans le principe, par exemple la charia, donc imposer tout l'islam radical à tout le monde et vouloir l'imposer dans le reste du monde, ou est-ce qu'il voulait juste absolument faire tomber Bachar al-Assad et redonner la liberté à la Syrie? C'est vrai que ces derniers éléments qu'elle a évoqués, ça pointe plutôt vers la meilleure des deux options, on l'espère. Mais bon, après, généralement les gens qui arrivent au pouvoir, il y a des chances qu'ils vrillent. C'est aussi par conviction, dans le sens où ce djihadisme global, ça ne correspondait pas à son idée. Lui, l'objectif, faire tomber Bachar el-Assad. Il a donné des gages lorsqu'il a administré la fameuse région de Idlib, là où il était retenu, enfin dans toute cette région avec tous les rebelles. Il a mis en place un système étatique avec des ministères et avec des gestes très forts à l'égard des chrétiens en particulier. Les églises ont été restaurées. Alors évidemment, les cloches ne sonnent pas toutes les dimanches pour annoncer la messe, mais des gestes quand même qu'on n'aurait jamais pu imaginer si on se réfère à des groupes comme Daesh. La charia s'exerce ou pas? Oui, la charia s'exerce, mais avec les femmes ont le droit de ne pas être voilées. Elles font des études, elles vont à l'université. Elles font des études, elles travaillent. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut sortir de la comparaison dont j'entends beaucoup parler avec les talibans. On n'est pas du tout dans le même cas de figure. C'est un mouvement islamiste indéniablement, mais avec une forte... la composante syrienne l'emporte. Et dernier mot, c'est une société pluriconfessionnelle et communautaire en Syrie depuis toujours. Et cette dimension est une dimension qui est prise en compte par HTS, et c'est là une grande différence avec d'autres pays. Alors, pour abonder... elle se veut quand même vachement rassurante. Elle se veut vachement rassurante. Elle insiste sur le fait que HTS, c'est un groupe entre Syriens pour la Syrie. Bon, ça s'entend, mais pour moi, ça n'enlève rien aux doutes d'un potentiel retour d'une autre dictature, en fait. Donc, pour moi, elle se veut trop rassurante. Elle m'a pas convaincu, elle m'a pas donné assez d'arguments pour me dire, putain, à la suite de la Syrie, là, ça y est, pays libéré, fin du conflit. Je sais pas trop. Bon. Fin du conflit de Bachar al-Assad. Une archive à propos de l'homme fort, le nouvel homme fort de la Syrie. Regardez, en décembre 2013, la chaîne Al Jazeera l'avait rencontré à Idlib. Il faisait encore partie d'Al-Qaïda. Il témoigne à visage caché. L'homme que vous voyez, c'est le journaliste. Lui est de dos pour nous. Al-Nusra wants to establish a Syrian state that's ruled under Islamic law known as Sharia. But much is known about its leader, Abu Muhammad al-Julani. He joined Al-Qaïda to fight US forces in Iraq. Voilà, il a rejoint Al-Qaïda pour combattre les forces américaines en Irak. Bon. Et les Américains, ils n'aidaient pas Bachar al-Assad. Hein.
ils étaient contre. Hein. Ils étaient contre. 70% of it, and what is left is small. We will achieve victory soon. We pray to God to culminate these efforts with victory. It's only a matter of a few days. The UN accused Syrian rebel groups, including al-Nusra, of committing atrocities against government forces and civilians. Voilà, voilà. Je veux dire, si tu es capable de ça, comment est-ce que je peux avoir confiance dans ton côté pacifique pour l'avenir? But when Al Jazeera visited Idlib back in 2012, these people came out in their hundreds to voice their support for the group. Armin Arifi, donc est-ce que cette rupture de Al-Joulani avec Al-Qaïda est sincère et définitive pour vous? Écoutez, je ne suis pas dans la tête de Al-Joulani. C'est pas ça la bonne question. question. Vous dire, c'est que c'est pas la rupture avec Al-Qaïda qu'il faut poser comme question, c'est la rupture avec l'islamisme radical. Parce que tu peux rompre avec Al-Qaïda et aller avec Daesh. T'es toujours la même ordure, hein, excuse-moi. Que cet homme a effectué une sorte de lissage en termes de communication depuis qu'il a rompu avec, officiellement avec Al-Qaïda, même s'il n'a pas rompu tous ses liens. Et qu'aujourd'hui, non, d'un point de vue et idéologique et même politique, il conserve des liens avec la mouvance djihadiste, même s'il a officiellement rompu, comme le disait Agnès Levallois, avec le... Ah ouais, mais non, voilà. S'il a gardé des liens politiques et spirituels avec Al-Qaïda, les mecs, il n'y a même pas de terrain d'entente. C'est zéro. C'est zéro. Il n'y a pas à commencer à négocier avec Al-Qaïda. Culturellement, on ne négocie pas avec des gens qui veulent massacrer tout ce qui ne va pas dans leur sens. Djihad global, le djihad qu'il mène, c'était contre Bachar el-Assad. Maintenant, il ne faut pas oublier d'où il vient. Effectivement, il s'est fait remarquer dans les années 2000 en luttant contre les Américains, qu'il considérait, d'ailleurs à juste titre, comme des occupants en Irak. Il s'est notamment radicalisé dans la prison de Camp Bouka en Irak aux côtés... De quoi il parle? C'est-à-dire que après les attentats du 11 septembre, les États-Unis sont partis faire la guerre en Afghanistan et en Irak sans demander rien à personne. Voilà. Normalement, t'as pas le droit. Personne n'a le droit de faire ça. Voilà. Mais normalement, après un événement comme ça, les États-Unis auraient dû se réunir avec le Conseil de sécurité de l'ONU qui compte 5 pays, États-Unis, Angleterre, France, Chine, Russie, si je ne m'abuse, pour leur demander le droit d'aller faire la guerre en Irak et en Afghanistan pour retrouver Saddam Hussein. Et pas Saddam Hussein. Je trouve plus les noms aujourd'hui. Bref, le commanditaire des attentats du 11 septembre. Sauf que ils ont demandé rien à personne et ils ont été en Irak et en Afghanistan pour retrouver la personne susnommée. Sauf qu'entre-temps, ils ont aussi bien pompé le pétrole là-bas et décimé des millions de civils, des millions, je sais pas, des milliers de civils. À juste titre. Donc, combattre les Américains quand ils étaient en Irak dans les années 2000, excuse-moi, mais bon, flemme que tu viennes chez moi et tuer les miens, en fait. Donc, ça s'entend aussi. De tous les pontes d'Al-Qaïda et que c'est au sortir de cette prison qu'on surnommait la fabrique de djihadistes, parce que tous se rencontraient, qu'il a décidé de venir en Syrie mener son djihad contre Bachar el-Assad. Maintenant, il faut faire attention justement à cette question, comme on le voit actuellement. Donc, il avait, il y a quelques années, un turban. Aujourd'hui, on le voit avec son treillis, beaucoup plus à l'occidental. Voilà. C'était le discours sur lequel jouait à fond Bachar el-Assad, à savoir je suis le rempart contre le djihadisme, contre Daesh. Ça, mine de rien, ça joue beaucoup vis-à-vis de la communication face à tes troupes et l'influence que tu envoies, le message que tu envoies au reste du monde. Entre guillemets, c'est la surface qui reflète le fond. Donc, c'est mieux. Sauf que Bachar el-Assad, on sait très bien qu'il a instrumentalisé Daesh, qu'il ne les frappait pas, au contraire d'Al-Qaïda, qui était beaucoup plus une menace pour lui. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, il sera jugé sur les actes. Pourquoi est-ce qu'il a lissé son discours? Parce qu'il en avait besoin pour bénéficier de certains soutiens étatiques, comme de la Turquie, comme le Qatar. La Turquie, aujourd'hui, qui est le principal bénéficiaire de l'offensive en cours, et que maintenant, il sera encore une fois jugé sur les actes. C'est un Syrien, il affirme lui-même revenir chez lui. Reste à savoir
voir ce que ça signifiera. Maintenant, une dernière chose, on parlait beaucoup de la charia, effectivement, ça nous intéresse, nous occidentaux. Il ne faut pas oublier que, et vous me direz si je me trompe, mais qu'en Syrie, notamment... Oussama Ben Laden, voilà, j'ai entre les Chez la majorité sunnite, il y a un grand nombre de femmes qui d'elles-mêmes portent le voile. Le voile n'est pas un indicateur de l'islamité ou non, et du caractère islamiste comme on le connaît en France de ces personnes. Firas Contar, sur cette question et sur la nature un peu dubitative de la réponse. Je dirais qu'il n'envoie pas juste un message, parce que c'est lui qui a mené la lutte contre les cadres d'Al-Qaïda et de Daesh. C'est lui qui a aidé les Occidentaux à les éliminer dans sa zone. Donc il s'est d'abord, je dirais, il a d'abord présenté carte blanche aux Occidentaux, aux services de renseignement, puis il a adouci son image auprès des Syriens. Donc il a fait les deux. Et je pense qu'il faut aussi voir la société syrienne et dans sa composante. Interdire aux Syriens d'écouter Fayrouz tous les matins, ça va être très difficile et ça n'a pas marché aussi. Il a été confronté à la société syrienne qui aime les chants et les danses, et c'est comme ça que notre société, Lui, j'ai l'impression qu'il est vraiment un peu trop à partie. Et je pense qu'il est extrêmement enthousiaste et évidemment heureux de voir Bachar al-Assad tomber. Mais est-ce qu'il est vraiment complètement juste vis-à-vis de son jugement par rapport je ne sais plus son nom, le mec qui a remplacé, le mec qui a mené l'assaut avec HTS, là, je ne sais pas. Révolution. Il paraît quand même vachement engagé dans un sens. Il ne faut pas l'oublier que c'est une société qui est très ouverte et c'est ça aussi l'origine de son changement. Autant il a été confronté à des manifestations à Idlib par les Syriens avec le drapeau de la Révolution qui était face à lui. Le drapeau qui était interdit à une époque. Donc il a adopté cette posture qui est très différente. Après, il y a le doute, il y a les inquiétudes qui sont légitimes. Il y a un doute aussi, peut-être, Agnès Levallois, sur la rébellion et sur son unité. Jusque-là, elle est unie, mais c'est un conglomérat, quelque part, de mouvements différents. Est-ce qu'ils vont rester unis ou est-ce qu'il y a le risque d'un scénario qu'on a connu en Libye, notamment ? Et moi, c'est vrai que je me refuse à faire la comparaison avec la Libye parce que je considère que la Libye, d'abord, ça a été la révolution, c'est faite avec une intervention extérieure, militaire extérieure. En Irak, pareil, 2003, c'est l'invasion américaine qui fait tomber le régime de Saddam Hussein. Là, nous sommes dans un autre cas de figure. Ce sont les Syriens qui ont pris les choses en main avec cette révolution qui a commencé en 2011, qui a été malmenée et qui a été réprimée de la pire façon qui soit par le régime. Et là, il y a eu une possibilité pour cette opposition de reprendre, alors une opposition effectivement qui s'est islamisée au fur et à mesure des années qui ont passé, mais c'est une révolution syrienne. Et ça me paraît un élément avec une société qui est quand même éduquée. Hein, je pense qu'on peut vraiment dire, et là aussi ça fait une différence par exemple avec l'Afghanistan, avec cette comparaison qu'on a tendance à faire, et donc une société qui est capable de réagir et qui ne lâchera pas sur certaines choses, mais Et quand je dis ça, il ne faut pas croire que je suis naïve en pensant, en voyant que des étoiles roses. Non, je suis tout à fait consciente des défis énormes qui se posent aux Syriens, à la société syrienne. Mais là, il y a une possibilité d'un élément, je pense, quand même, qui est nouveau et qu'on doit regarder avec la complexité de ce qu'est cette société syrienne. Ils peuvent faire lever les sanctions économiques, par exemple? C'est quelque chose de possible pour relancer l'économie? Et là, je pense qu'il y aurait une carte à jouer pour les Occidentaux. S'ils veulent aider à cette transition, ils ont absolument besoin de lever les sanctions en mettant sous contrôle, hein, bien sûr, pour pas que ce nouveau régime fasse n'importe quoi. Parce que s'il ne le fait pas, à ce moment-là, les éléments radicaux, parce qu'il y a des éléments radicaux dans ces groupes autour de lui, alors là, qui diront à Jolani, toi, tu as voulu montrer... Les éléments radicaux, c'est ce qu'on dit des brebis galeuses, c'est des gens qui partent dans un autre sens complètement idéologique. Donc Al-Joulani, c'est le mec qui a renversé avec HTS Bachar al-Assad. Et autour de lui, il a des mecs qui vont essayer un peu de le matrixer, quoi. C'est sûr. Parler avec l'Occident, tu vois bien. Là, pour le coup, j'aime bien son argument. Ils ne nous écoutent pas, donc c'est nous les plus durs qui devons prendre le pouvoir. Donc là, il va falloir faire très attention aussi à ce point-là. Firas Contar, une question. Parce que si ces mecs-là, ils voient qu'ils n'arrivent pas à matrixer Al-Joulani, là, bah, ils vont le terminer, quoi. Donc... c'est là peut-être où, mais bon, compliqué de gérer ça et la guerre en Ukraine en même temps, j'imagine, où les Américains et les Européens, ils doivent intervenir pour, reprendre le contrôle et accompagner un nouveau pouvoir qui est plus juste, plus libre, et qui en même temps permet de faire du business avec les Européens. Voilà, elle a raison, c'est une carte à jouer aussi pour nous, les pays européens, de trouver un nouvel allié avec qui faire du business, quoi. C'est
C'est clair. Tout de suite à la Russie qui a des bases militaires, une à Tartous notamment, peut-elle la laisser d'abord? Qu'est-ce que j'entends par faire du business avec eux? C'est-à-dire reconstruire tout ce qu'il y a en Syrie, reconstruire le pays, les villes, etc. Mais en employant des entreprises typiquement françaises. Donc, ça fait bénéficier l'activité européenne française. En même temps, ça reconstruit le pays. C'est gagnant-gagnant, quoi, tu vois. Ça me paraît complètement envisageable. Combien y a-t-il de soldats russes à peu près dans ces bases? Peut-elle les laisser aux mains de ces rebelles? Alors, ils ont commencé à retirer des positions, des équipements. Ça a été acté. On a vu des navires quitter aussi Tartous. Donc, ils ne vont pas les laisser. La zone est quand même tranquillement. Ils ont retiré. Alors que Bachar était encore là, ils commençaient à retirer. Ils avaient compris que c'était impossible d'arrêter cette rébellion actuellement. Après, moi, je voudrais revenir en fait sur juste les mots que vous avez juste dit avant sur les Syriens, le djihadisme dont on parle et autres, et ces inquiétudes qu'on exprime. Je voudrais quand même penser aux Syriens sur ces 13 années, ce qu'ils ont vécu. Tous les massacres. Rapidement, pour terminer la parenthèse qu'il a ouverte, c'est-à-dire Tartous, il parlait de cette base militaire-là. Donc, il semblerait que les Russes partent d'eux-mêmes de ces deux bases militaires. Donc, Tartous, et après, je ne sais pas comment on prononce Meimim. Je crois que le H, c'est un R. Donc, Meimim, je ne suis pas sûr. Il semblerait que les Russes quittent ces deux bases militaires de eux-mêmes en disant, de toute façon, les mecs, on est cuits. Donc, autant rester en vie et rentrer chez nous par la mer. Tranquille, ni vu ni connu, quoi, tu vois. Bon, ce sera super, mais ce sera super. Malgré tout, ce sera super. Les 500 000 à 1 million de morts, on ne sait pas exactement. Il y a tellement de morts. Ils sont 90% du fait d'Assad. On a laissé dans la zone du nord, sur la carte que vous voyez au-delà d'Alep, on a laissé entasser 4 à 5 millions de Syriens qui étaient bombardés quotidiennement depuis 13 ans. Vous voyez, ce qu'on a vécu, nous, Syriens, on ne l'a pas vu depuis ce siècle. Les crimes qui ont été commis, du gazage de la population, aux milliers de morts sous la torture. Et là, on est en train de... Aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à vider Sednaya dans les sous-sols. Donc, l'abandon aussi, on n'allait pas sortir avec des gens qui étaient, je dirais, militants, écolos, pacifiques, vous voyez. Et pourtant, regardez Alep, comment elle a été libérée sans exaction. Donc, quand même, ce changement, il est important. On a fait une question quand même sur l'Iran. Quelles conséquences? Est-ce que Téhéran peut accepter l'installation d'un régime qui ne lui est pas favorable en Syrie, ou est-ce qu'il est tellement affaibli qu'il ne pourra rien faire en l'état? Téhéran est sans aucun doute le grand perdant de... Le Liban, quand on avait sur la carte le tout petit pays qui est juste à côté, qui vit c'est un pays toujours en difficulté. Ça a toujours été un pays en difficulté qui a traversé des crises énormes. Téhéran, c'est la capitale du Liban, donc on dit Téhéran, il parle du Liban. Et l'avantage du Liban, c'est qu'il est connecté à la mer Méditerranée, donc il peut faire du business facilement. Il n'a pas besoin d'avoir un gros territoire. Ça reste un petit pays, le Liban. Mais par contre, je ne savais pas je sais pas du tout quelles influences a la Syrie sur le Liban. De la chute de Bachar el-Assad. C'est ça, voilà. Nickel. Donc là, bon, et puis là, évidemment, Israël, là, on sait ce qui se passe, la bande de Gaza actuellement. Voilà. La Syrie représentait un maillon essentiel de l'axe de la résistance. Donc Téhéran, Bagdad, Damas, jusqu'à Beyrouth, au Liban, avec le Hezbollah. Et clairement, on voit bien que la route justement par laquelle transitaient toutes les armes en Syrie pour alimenter le Hezbollah, aujourd'hui, n'existe plus. Et clairement, c'est l'intervention, la guerre menée par Israël contre le Hezbollah qui a d'ailleurs vidé les troupes du Hezbollah en Syrie, qui a d'une certaine manière fait le jeu de la rébellion islamiste syrienne qui lui a permis de renverser Bachar el-Assad. Donc clairement, aujourd'hui on assiste à un effet de domino inverse, un reflux de l'arc chiite iranien. Après Beyrouth, où le Hezbollah a été affaibli, c'est aujourd'hui Bachar el-Assad, demain l'Irak, et pourquoi pas l'Iran? C'est la grande question en tout cas. Benyamin Netanyahou, lui, s'en félicite, il l'a encore dit aujourd'hui. Il semblerait, en effet. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce... Benyamin Netanyahou, chef de Israël qui persécute de manière atroce la Palestine. Il est content que la Syrie, Bachar el-Assad se soit fait renverser, mais ça reste de la même trempe. Bon voilà, on arrive à la fin du documentaire. Écoutez les amis, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste face à l'avenir de la Syrie?
On est face à un mec qui a traversé quand même le Hezbollah, qui a traversé... On est face à un mec qui est passé par Al-Qaïda, qui est passé par Daesh, qui a combattu les Américains en 2000 en Irak. Bon, on n'est pas... Bachar al-Assad a été renversé, ça c'est unanimement merveilleux. Maintenant, est-ce qu'on a remplacé quelqu'un, est-ce qu'on l'a remplacé par quelqu'un, Al-Joulani, par Al-Joulani qui est pire? J'espère pas. J'espère pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. J'ai vraiment hâte de vous lire. Encore une fois, c'est un conflit, moi, qui me touche particulièrement. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo-là avec vous. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir regardé, les amis, de regarder les vidéos. Je vous souhaite une très très bonne journée et une très bonne soirée ou une très bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.